L'explosion d'une arme nucléaire libère une énergie considérable qui se concrétise par des effets thermiques, mécaniques et radioactifs, dont l'importance respective dépend principalement de la puissance de l'arme et de sa hauteur d'explosion. L'évolution d'une explosion aérienne basse va vous être présentée. Une telle explosion provoque le maximum de dommages sur les objectifs habituels du champ de bataille et les différents phénomènes physiques sont particulièrement visibles. La présentation des effets sur le personnel et sur les matériels permet de mettre en évidence les analogies et les différences que présentent les autres types d'explosions. L'explosion aérienne d'une arme nucléaire est suivie immédiatement de la formation d'une boule de feu, dont la température interne atteint plusieurs dizaines de millions de degrés. Celle-ci émet une grande quantité de rayonnement thermique capable de provoquer des brûlures de la peau et des incendies à des distances considérables. Les processus nucléaires qui engendrent l'explosion d'une part, les résidus de l'explosion nucléaire d'autre part, produisent des rayonnements électromagnétiques gamma et des émissions corpusculaires de neutrons qui sont dangereux pour l'organisme humain. Parallèlement, une onde de choc destructive se propage rapidement à partir de la boule de feu. Lorsqu'elle atteint le sol, elle se réfléchit. L'onde directe et l'onde réfléchie se combinent et forment au voisinage du sol un front unique appelé front de Mach. Ce front est matérialisé ici par l'anneau nuageux de Wilson qui apparaît immédiatement derrière l'onde de choc en atmosphère humide. Revoyons le développement d'une explosion nucléaire. En moins d'un millionième de seconde, les résidus de l'arme, portés à très haute température, de l'ordre de plusieurs millions de degrés, échauffent l'air environnant et forment très rapidement une masse sphérique d'air et de résidus gazeux, masse brûlante et aveuglante qui constitue la boule de feu. Cette séquence, filmée à très grande vitesse, représente la première seconde. La boule de feu, pour une arme de 25 kilotonnes, atteint son diamètre maximal, soit 500 mètres, au bout d'une demi-seconde environ. 2 secondes après l'explosion d'une arme d'une mégatonne, son diamètre est de 2000 mètres. Au fur et à mesure de son développement, la boule de feu se refroidit et s'élève rapidement dans l'atmosphère à la manière d'un ballon gonflé d'air chaud. Dans son ascension, elle entraîne l'air environnant dans un mouvement semblable à celui d'un tirage de cheminée. D'une forme sphérique, elle passe à une silhouette en forme de tore soumis à un violent courant de circulation interne. Lorsque l'explosion a lieu suffisamment près du sol, cet appel d'air entraîne d'énormes quantités de terre ou d'eau et de débris. Ainsi se forme le pied du champignon, caractéristique d'une explosion nucléaire. Pour une arme de 25 kilotonnes, la vitesse ascensionnelle est voisine de 300 km/h au bout de 10 secondes. Pour la mégatonne, elle est de 400 km/h après un peu plus de 35 secondes. Après quelques minutes, les poussières les plus lourdes du nuage commencent à retomber. Cette pluie de poussière est d'autant plus importante que l'explosion a été proche du sol. Ici, les retombées locales de vapeur d'eau recondensée forment cette collerette qui enveloppe la tige du champignon. Le nuage continue à monter, mais il a tendance à se déformer. Au bout de 10 minutes, il atteint son altitude maximale. On dit alors qu'il est stabilisé. Le nuage continue à s'étendre latéralement
et reste visible environ 1 heure avant d'être dispersé par les vents de l'atmosphère environnante. L'altitude moyenne du nuage stabilisé varie avec la puissance de l'arme. Elle est de 10 km environ pour une 25 kilotonnes, de 20 km pour une mégatonne. Les phénomènes accompagnant l'explosion nucléaire varient avec la hauteur d'explosion. Lorsque l'explosion a lieu en surface ou très près du sol, le volume de terre et de débris entraînés lors de l'ascension de la boule de feu est considérable. Après quelques secondes, ces poussières commencent à retomber et donnent naissance à un nuage de base extrêmement radioactif. À la verticale de l'explosion se crée un cratère qui est d'autant plus important pour une même puissance d'arme que la hauteur d'explosion est faible. Lorsque l'explosion a lieu très près de la surface de la mer, le nuage formé a l'allure d'un chou-fleur. L'eau de mer est aspirée dans le courant ascendant et retombe peu de temps après en créant un nuage de base fortement radioactif. Ce nuage se développe pendant environ 1 heure, tout en se déplaçant avec le vent. Il donne lieu à une pluie assez forte qui est très contaminante. Toute explosion nucléaire a des effets thermiques, mécaniques et radiologiques dont l'importance relative varie avec la hauteur. En raison des hautes températures produites par l'explosion nucléaire, la boule de feu ressemble au Soleil. L'éclat est tel qu'elle apparaît comme plus brillante que le Soleil à son zénith et que, pour des puissances inférieures à 100 kilotonnes, elle peut être visible à plusieurs centaines de kilomètres. L'effet de flash qui se produit à l'origine de l'explosion peut provoquer l'éblouissement jusqu'à de très longues distances de tout combattant regardant en direction du point zéro. Le rayonnement thermique, composé d'ultraviolet et d'infrarouge, est délivré en un temps très court, de l'ordre de la seconde. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, le laps de temps qui sépare son émission de son arrivée sur un objectif éloigné de plusieurs kilomètres est tout à fait négligeable. Lorsque ce rayonnement frappe un corps ou un objet, une partie est absorbée, le reste est réfléchi ou transmis. C'est la fraction d'énergie absorbée par le corps considéré qui détermine les dégâts qu'il subit. L'importance des dommages subis dépend de la distance du point d'explosion et de la quantité de chaleur reçue. Ces mannequins, placés à 3 km d'une explosion de 25 kilotonnes, sont brûlés au 2e degré. Le taux de noircissement des plaques témoins en cuir reproduit la gravité des brûlures. Voici les brûlures subies par un mannequin situé au double de la distance précédente pour la même puissance. Sur les véhicules, l'effet thermique se concrétise par l'inflammation de la peinture ou des bâches. La végétation est aussi victime de cet effet. À l'origine verdoyante, elle sera, suivant la distance, simplement jaunie, ou sérieusement brûlée, des incendies pourront apparaître. Mais sans conteste, l'être humain est le plus sensible à cet effet. Risque de brûlure rétinienne ou d'éblouissement prolongé, comme ce rapace surpris en plein vol par le flash et qui est définitivement aveugle. Brûlure du 1er degré, équivalent au coup de soleil. Brûlure du 2e degré, plus profonde et plus grave. Brûlure du 3e degré, qui sont une véritable carbonisation de la peau. Un facteur important de cet effet doit être analysé. Tant d'émission de l'énergie thermique
ou encore durée pendant laquelle cette énergie est reçue par le personnel exposé. La durée de l'impulsion thermique effective augmente avec la puissance. Elle est de 2 secondes pour 25 kilotonnes et de 10 secondes pour 1 mégatonne. Ce qui signifie que toute l'énergie émise dans le premier cas, une partie seulement dans le second cas, serait reçue par un combattant à découvert ayant le réflexe de se jeter à terre au moment du flash et si ce geste lui demande 2 secondes. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qu'il advient d'un homme qui se jette au sol 1 seconde après le flash. Dans le cas d'une faible puissance, il a reçu toute l'énergie thermique avant d'atteindre le sol. Il est brûlé. Dans le cas d'une forte puissance, il est au sol, mais le rayonnement thermique continue à être émis, comme le montre le mannequin resté debout. Les vêtements du mannequin de gauche sont moins brûlés, ce qui suffit à justifier l'entraînement des personnels dans l'acquisition de la position réflexe. La portée du rayonnement thermique ne répond pas à des lois strictes. Il peut être atténué par l'atmosphère en cas de brume ou de nuages. Il peut être arrêté par un simple écran, feuillage ou bâche. Il peut être réfléchi par une couche nuageuse ou une étendue d'eau ou de neige. Retenons surtout que dans de bonnes conditions de visibilité, un homme à découvert voyant exploser une arme de 25 kilotonnes sera brûlé jusqu'à 3 km au second degré, jusqu'à 4 km au premier degré. À partir de 7 km, il sera en sécurité. S'il voit exploser une arme de 1 mégatonne, il sera brûlé jusqu'à 12 km au second degré, jusqu'à 15 km au premier degré. À partir de 23 km, il sera en sécurité. Souvenez-vous que l'effet thermique est brutal, que sa portée dangereuse est généralement supérieure à celle des autres effets. Qu'il est facile de s'en protéger par un simple écran, comme c'est le cas pour le combattant de droite. Il est intact. Une fraction de seconde après l'explosion, apparaît une onde de haute pression qui se déplace à une vitesse supérieure à celle du son et se comporte comme un mur mobile d'air fortement comprimé. La surpression créée par cette onde apparaît comme un front qui décroît régulièrement, ainsi que la pression qui le suit, à mesure que l'onde s'éloigne de son origine. C'est la phase positive. La condensation qui se produit juste derrière le front de choc et donne naissance au nuage de Wilson permet de visualiser son déplacement. Vous le voyez actuellement. Après quelques instants, le front de l'onde de choc s'étant éloigné de la boule de feu, la pression qui le suit tombe en dessous de celle de l'atmosphère ambiante. Il se forme une dépression ou phase négative. Un vent violent apparaît en arrière du front de choc et souffle pendant toute la durée de la phase positive. Le vent s'inverse pendant la phase négative et perd de sa puissance. La phase positive de compression est de l'ordre de la seconde pour une 25 kilotonnes et de 4 secondes pour une mégatonne. C'est durant cette phase que l'effet mécanique produit le plus de dégâts. Ces mannequins filmés pendant l'explosion permettent de visualiser l'effet du vent et son renversement. Finalement, l'arrivée de l'onde de choc en un point se traduit par deux phénomènes principaux.
Le premier est lié à la brutale augmentation de la pression qui crée une force dite de diffraction agissant par écrasement ou déplacement pendant le temps très court où l'onde de choc enveloppe l'objectif. Les grands bâtiments à petite ouverture, les réservoirs de produits pétroliers, les ouvrages de campagne sont très sensibles à cette force de diffraction. Les véhicules à coque fermée permettent de se rendre compte de l'action de cette force, en particulier sur le toit. Le deuxième phénomène est dû à l'action du vent violent qui accompagne la phase positive. Ce vent, qui peut atteindre des vitesses de l'ordre de 300 km/h, exerce une pression longitudinale, la pression dynamique, qui se traduit physiquement par la force de traînée. Le matériel militaire y est très sensible. L'homme est également très sensible à cette force de traînée qui peut, s'il est surpris debout, le projeter à des distances importantes. Regardez ce mannequin, pourtant fixé à hauteur de la tête. Une action secondaire de ce vent violent à ne pas négliger est le transport par le souffle de projectiles divers. Ici, des cailloux incrustés dans l'écorce de ce cocotier ou un coquillage, véritable hache, planté dans le tronc. Ces projectiles peuvent de ce fait devenir très meurtriers. Ici, un bloc de protection d'une caméra a pratiquement été enveloppé par un capot de véhicule projeté par le vent. Enfin, regardez ce mannequin pourtant allongé, mais sans la protection d'un accident de terrain et dont les vêtements sont lacérés par les pieds. En résumé, souvenez-vous que l'onde de choc arrive très vite et que le moindre obstacle du terrain évitera aux combattants d'être projetés par le vent, assommés par les projectiles, peut-être disloqués. L'explosion d'une arme nucléaire est accompagnée de l'émission de divers rayonnements dont les effets, beaucoup moins spectaculaires que l'effet thermique ou mécanique, sont tout aussi dangereux. On définit le rayonnement nucléaire initial comme étant le rayonnement émis par la boule de feu et par le nuage radioactif pendant la première minute qui suit l'explosion. Le rayonnement nucléaire initial comprend deux groupes de particules, les particules alpha et bêta, qui ont des portées relativement courtes. Provenant d'une explosion aérienne, elles ne peuvent pas atteindre la surface de la Terre, leur importance est donc faible. Les rayons gamma et les neutrons, qui peuvent parcourir des distances de l'ordre de 2 à 3 km dans l'air, produisent des effets nocifs sur les organismes vivants. Les neutrons peuvent également activer le sol sur de faibles surfaces au-dessus du point zéro. Le rayonnement nucléaire résiduel est celui qui est émis par le nuage radioactif après la première minute qui suit l'explosion. Les retombées en sont la principale source. Pour les explosions aériennes basses et de surface, ces retombées sont particulièrement dangereuses. Elles contiennent toutes les poussières aspirées par la boule de feu, poussières activées par les neutrons et mélangées intimement aux résidus radioactifs de l'arme. Ces retombées toucheront le sol quelques minutes à quelques heures après l'explosion, des environs du point zéro jusqu'à quelques centaines de kilomètres sous le vent.
Les manifestations biologiques qui font suite à une absorption massive de radiation sont d'autant plus graves que la dose reçue par le corps humain est importante. Pour moins de 100 rad, les risques sont négligeables. Pour 450 rad, la moitié du personnel pourra décéder dans le mois qui suit. Pour plus de 600 rad, les risques de décès concerneront tous les personnels dans la semaine qui suit. Les symptômes initiaux, nausées et vomissements, apparaîtront dans les heures suivant l'irradiation. À titre d'exemple, pour une arme de 25 kilotonnes à 1 km 300, dose de 650 rad. Et pour 1 mégatonne à 2 km, un homme à découvert serait mis hors de combat en moins de 4 heures. L'effet radiologique est aussi instantané que l'effet thermique. Bien que moins spectaculaire que les deux autres effets, il est tout aussi dangereux car il est pratiquement irréversible. La seule protection possible consiste à la recherche d'écrans épais et lourds. Pour réduire une dose mortelle de 1000 rad à une dose supportable d'environ 100 rad, il faudra la protection de 45 cm de béton ou de 65 cm de terre. Le blindage d'un char diminuera déjà la dose de moitié. Nous venons d'énumérer les effets d'une arme nucléaire. Ils sont spectaculaires et ces séquences vous en présentent la synthèse. Mais la portée et l'importance de ces effets restent liées à la hauteur d'explosion. À haute altitude, l'effet thermique sera prépondérant. Pour une explosion aérienne, les trois effets seront puissants. Pour une explosion de surface, les trois effets seront atténués, mais la radioactivité résiduelle sera importante. Quoi qu'il en soit, comme en guerre classique, le combattant survivra d'autant mieux qu'il connaîtra le danger et qu'il sera parfaitement entraîné. Informer, c'est-à-dire connaître les phénomènes, instruire, c'est-à-dire apprendre certains réflexes, voilà les seuls moyens de se protéger en guerre nucléaire, les seuls moyens de survivre afin de poursuivre efficacement sa mission.